L'entreprise Tesla est-elle en chute libre? C'est la question, la grande question à laquelle on va tenter aujourd'hui de répondre dans un nouvel épisode de Plus de Millage. On va d'abord se concentrer à analyser un peu froidement c'est quoi la controverse qui entoure Elon Musk, pourquoi l'image de son entreprise, mais surtout son image à lui, qui est intimement liée à celle de Tesla, est aussi malmenée actuellement. On va tenter de couvrir ou d'analyser de manière objective pourquoi et comment ces engagements politiques affectent l'entreprise, comment ça affecte les résultats, les ventes diminuent, la valorisation boursière est en chute libre, donc on va se concentrer sur l'ensemble de ces aspects-là. Dans un deuxième temps, on va faire une ouverture plus vers l'avenir. On va vous montrer quelles sont les actions qui ont été entreprises chez Tesla pour tenter de venir compenser ces problématiques-là actuelles qu'ils vivent. Puis on va aussi voir quel virage cette entreprise-là tente de réaliser pour s'affranchir de la situation actuelle, mais surtout pour transformer son modèle d'affaires. Puis on va vous dire finalement si on croit qu'ils vont réussir cette transition-là. L'épisode d'aujourd'hui ne se veut pas un éditorial. Le but, c'est pas d'exprimer des opinions, certainement pas des opinions politiques. C'est plutôt d'aller regarder dans le détail quels sont les éléments de la controverse, discuter des éléphants dans la pièce, il y en a plusieurs, et puis on va tenter de regarder cette situation-là objectivement, puis vous amener des faits, des informations, et puis là, vous pourrez vous permettre, bien sûr, de vous forger vos propres opinions. Si vous détestez Elon Musk ou si vous l'adorez, vous ne serez pas nécessairement satisfait par l'épisode d'aujourd'hui, mais vous êtes libre de me partager les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on va présenter aujourd'hui. Le premier élément qu'on doit aborder autour de tout ça, c'est l'impact direct sur les ventes. Les ventes de Tesla dans plusieurs pays d'Europe ont diminué d'environ 50% lorsqu'on compare les mois de janvier et février avec les mêmes mois l'année dernière. Il ne faut cependant pas se laisser prendre à ce jeu-là et croire que cette diminution-là est uniquement attribuable aux engagements politiques d'Elon Musk dont on va discuter dans quelques instants. La principale raison qui affecte les ventes de Tesla actuellement, c'est l'arrêt de production temporaire qu'il y a eu pour la transition entre le modèle Y initial et le nouveau modèle Y Juniper. Donc, il y a probablement une diminution des ventes actuellement chez Tesla qui est due à l'image de l'entreprise. Mais cette baisse-là est malheureusement cachée par cette vague de fonds-là qui affecte bien sûr les livraisons du modèle de voiture, le Tesla Model Y, qui est le plus vendu au monde. Donc, définitivement, on voit une diminution des ventes, mais il est très difficile de venir sous-peser le poids de l'impact de l'image de l'entreprise sur les ventes si on compare à la diminution naturelle des ventes qu'on a puisqu'on a arrêté la production pendant la transition des modèles. Il faudra donc probablement attendre au deuxième quart de l'année 2025 qu'on pourra comparer au deuxième quart de l'année précédente pour réellement voir et mesurer adéquatement l'impact sur les ventes. Je m'attends à ce qu'il soit existant, peut-être de l'ordre de 10-15% si je devais spéculer, mais c'est très difficile d'avoir des chiffres qui seraient précis à ce niveau-là. On ne peut simplement pas se prononcer. Un élément sur lequel on peut se prononcer, c'est la perte de valorisation de l'entreprise. Suite à l'élection de Donald Trump, la valorisation de Tesla a bondi. Elle a gagné des centaines de milliards de dollars. Certains disaient à l'époque que le maigre 100 millions de dollars US que Elon Musk a investi dans un comité d'action politique, un super PAC, pour favoriser l'élection de Donald Trump, était un maigre investissement en comparaison avec le gain en valeur de son portefeuille de plusieurs dizaines, voire plus de 100 milliards de dollars qu'il a gagné suite à ça. Ceci étant dit, l'action a atteint son paroxysme à une valorisation d'environ 480 dollars par action. Mais aujourd'hui, seulement 2 mois plus tard environ, la valorisation de Tesla s'est effondrée. Les actions, en date d'aujourd'hui, se transigent à moins de 240 $ US,
c'est une perte de plus de 50% par rapport au pic qui avait été atteint récemment. C'est quelque chose comme 700 milliards de dollars qui se sont envolés, environ une centaine de dollars pour chaque habitant de cette planète. Ce sont des nombres astronomiques. Il va falloir se demander en quelle proportion de cette diminution-là vient de la peur ou du désengagement des investisseurs, puisque Elon Musk est devenu un personnage aussi controversé, parce que c'est une action très hautement spéculative, avec beaucoup de grands portefeuilles, de fonds de retraite qui investissent en Tesla et qui ont été très, très, très heureux de bénéficier de la très grande augmentation de la valorisation de cette compagnie-là, qui a dépassé le trillion de dollars, plutôt le billion en français, mais le trillion dollars en anglais. Et on est sous cette marque-là aujourd'hui, bien sûr. Donc, beaucoup de gens ont bénéficié de ça. Est-ce que les gens quittent parce qu'ils pensent qu'on va faire moins d'argent, parce que le contexte du marché automobile a changé et que Tesla fait face à plus de compétition, ou c'est simplement parce qu'on ne veut plus s'associer à Elon Musk? Et donc, ces deux éléments-là, les conséquences qu'on devait discuter pour débuter et mettre la table pour les prochains sujets, ce sont donc une diminution des ventes potentiellement chez Tesla, mais surtout une diminution de la valorisation de l'entreprise qui affecte des milliers d'investisseurs, des millions de personnes dans le monde qui détiennent soit directement des actions de l'entreprise ou indirectement des actions de l'entreprise au travers de leur fonds de retraite, par exemple. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt le chien, le DOGE, le Department of Government Efficiency. Vous êtes probablement au courant de cette mesure-là de l'administration Trump. Donc, Elon Musk et Vivek Ramaswamy ont été nommés à la tête de ce comité dont la mission jusqu'au 4 juillet 2026, jusqu'au 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique, est de diminuer drastiquement la taille de l'État. C'est une idée extrêmement controversée. Bien sûr, le DOGE va publier régulièrement des contrats, des mesures, des subventions qui ont été accordées par différents organes du gouvernement américain, public et parapublic, qui, selon eux, seraient de l'abus, de la fraude ou de la mauvaise gestion. C'est ce qu'on met de l'avant. Bien sûr, il y a plein d'éléments idéologiques, la diversité, l'équité, l'inclusion. On tente de retirer ces programmes-là, toutes sortes de choses comme ça. Puis, bien que certains pourraient prendre position pour ou contre le maintien de ces programmes-là, la réalité qui nous est potentiellement cachée, c'est tout ce qu'on coupe qui n'est pas affiché, qui n'est pas publié, qui pourrait potentiellement venir affecter les services à la population, par exemple, l'intégrité du gouvernement américain, sa sûreté, bref, qui pourrait venir compromettre sa capacité à répondre aux besoins de sa population. Et donc, c'est une mission qui est hautement controversée, qui n'est pas réellement un département, ce n'est pas un ministère à proprement parler dans le contexte américain. Ce ne sont pas des leaders qui ont été choisis et assermentés par le Sénat américain. Donc c'est très, très, très controversé, toute cette entreprise-là. Et bien sûr, les actions politiques qu'Elon prend dans ce contexte-là viennent affecter l'image de marque. Beaucoup de gens qui ne veulent pas s'associer à ça. Il y aura pour conséquence certainement énormément de pertes d'emplois aux États-Unis, que ce soit dans les ministères, les organismes publics qui sont touchés ou chez les entreprises privées qui implémentaient certains de ces contrats-là, de ces mesures-là, et dans tous les autres secteurs qui bénéficiaient de cet apport-là qui provenait du gouvernement américain, qui va être coupé par cette mesure-là qui est mise en place et qui est dirigée par Elon Musk. On entend toutes sortes de choses controversées, des gens qui se font renvoyer parce qu'ils ont refusé de donner accès à des documents, toutes sortes de choses comme ça. Donc ça, c'est l'un des éléments les plus controversés. Le deuxième qu'on doit discuter, c'est toutes les autres prises de position politique d'Elon Musk à l'extérieur des États-Unis. C'est pas un sujet avec lequel je suis très à l'aise parce que je prétendrai jamais maîtriser les subtilités de la politique européenne. Ce qu'on croit comprendre, ou du moins ce qui est communiqué dans les médias, c'est qu'Elon Musk a pris position, entre autres, pour un parti de droite en Allemagne. Et
ces ingérences-là, ou plutôt ces interventions-là, sont vues par les populations locales comme des ingérences et ça crée un autre sentiment là, de rejet envers Tesla. Ça rajoute de l'animosité par-dessus ça parce que bien sûr, Elon Musk est intimement lié à l'entreprise Tesla. Et cela pourrait bien sûr affecter éventuellement les ventes ainsi que la profitabilité de l'entreprise. Le prochain élément que je veux aborder, c'est, je dirais, l'impact que les sujets qu'on a abordés précédemment ont sur la base. Donc, Elon Musk s'était historiquement identifié comme un démocrate et définitivement, ces véhicules créaient ou suscitaient un intérêt chez les gens qui étaient plus à gauche, qui étaient plus pour la protection de l'environnement. Maintenant qu'il prend des positions qui sont à l'opposé du spectre, il va aliéner un certain nombre des gens de sa base qui l'idolâtraient ou qui achetaient ses voitures parce que ça correspondait à la poursuite de leurs idéaux. Bien sûr, il y a des tentatives excessivement boiteuses de compenser ça en allant chercher un marché, particulièrement aux États-Unis, chez les électeurs républicains, en tentant de les convaincre de s'acheter une Tesla. Mais la sorte de mascarade à laquelle on a pu assister récemment avec Elon Musk et Donald Trump à la Maison-Blanche qui discutaient des Tesla et le président américain qui prétendait vouloir acheter une Tesla modèle S-Plaid plutôt qu'un Cybertruck. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, ça m'a mis profondément mal à l'aise. Ça m'a donné l'impression d'être, disons, un appel de la dernière chance, un last stand pour tenter de convaincre cet électorat-là qui suit Donald Trump et peut-être qui suit Elon Musk dans ses aventures politiques, mais qui veut pas de part pour des raisons historiques puis des prises de position historiques associées à leur politique n'étaient jamais et n'ont jamais été attirés particulièrement vers les véhicules électriques. Ce pas nécessairement les électeurs républicains aux États-Unis qui vont vouloir s'acheter une voiture électrique pour sauver l'environnement. Donc, on essaie de faire ici des associations qui sont assez boiteuses, je dirais. Ensuite, un autre éléphant dans la pièce, BYD et l'ensemble des constructeurs chinois. Donc, Tesla a bien sûr été et demeure d'une certaine manière un leader dans le domaine de l'électrification des transports, dans les voitures électriques. Après tout, le Tesla Model Y demeure l'une des voitures les plus vendues au monde. C'est la voiture la plus vendue au monde en fait, et je m'attends à ce que malgré les arrêts de production pour la transition des modèles et toutes les controverses qu'on discute, ça demeurera certainement l'une des voitures les plus vendues au monde, dans le top 5 ou le top 3 en 2025. Donc, il y a une forte pression de ces compétiteurs chinois-là. Au Canada, on a plus de difficultés à le voir puisqu'il existe là, une mesure tarifaire de 100% sur les véhicules électriques chinois qui fait en sorte, entre autres, que les Tesla qu'on reçoit aujourd'hui sont produites aux États-Unis plutôt qu'en Chine, comme c'était le cas précédemment. Donc, on n'a pas là, de visibilité sur ces marques-là chinoises, que ce soit BYD, Xpeng, Xiaomi, tout l'ensemble de ces constructeurs-là chinois qui arrivent avec des produits à un prix plus faible, qui démontrent des performances là, qui s'améliorent toujours de plus en plus. On a vu une démonstration de la recharge à 1000 kW, 1 MW qui a été faite récemment. Donc, on a de plus en plus de compétition et malgré les mesures tarifaires qui peuvent être mises en place par certaines administrations, il y a des moyens de les contourner, que ce soit en modifiant les sites d'assemblage des véhicules avec des composantes qui viennent d'ailleurs, dans certains cas. Dans d'autres cas, il y aura l'achat d'usines locales, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, pour tenter de contourner ces mesures tarifaires-là en produisant les véhicules ou les cellules dans une région où c'est permis de le faire dans le contexte réglementaire. Donc, on voit énormément de compétition. Veut pas, l'ensemble des constructeurs commencent à se rattraper. Ils ont tous, ou pour la plupart, introduit des véhicules électriques dans les dernières années, qui n'étaient pas toujours au point, mais on voit de plus en plus là, des produits de qualité qui incrémentalement là, progressent dans leur performance, leur architecture, leur coût, leur taille, bref, pour venir compétitionner Tesla
Et ça aussi, ça va mettre une pression sur les ventes de Tesla dans les prochaines années. Le dernier élément que je vais aborder dans le segment actuel, c'est, disons, les promesses brisées de Tesla. Ça fait des années qu'on nous promet des choses qui n'existent toujours pas, ne se concrétisent toujours pas. On peut débuter par le fameux Tesla Roadster dévoilé en 2017. On nous dit, ceci étant dit, que Tesla travaille activement dessus, mais combien de temps ce projet-là a été mis sur la glace? C'est cependant une pacotille si on compare aux deux plus gros éléments que je veux amener, la FSD, donc la conduite autonome. Ça fait des années qu'on nous promet la conduite autonome non supervisée. J'ai fait l'essai de la FSD version 13,2, je crois, avec Alexandre récemment. J'ai été grandement impressionné. Ça demeure cependant pas au point. Il faut là, des améliorations à ce système-là pour qu'il soit plus autonome. J'ai pas eu la chance d'essayer la dernière version, mais clairement, Tesla mise énormément sur cette technologie-là pour son avenir. On va y revenir dans le deuxième segment. Le deuxième, ce sont les robots Optimus. Bien qu'on ne nous a jamais fait de promesse là, de date à court terme qu'on aurait dépassé actuellement avec ce robot-là, définitivement, la robotisation, ce sont des éléments sur lesquels Tesla mise dans son marketing, mais qu'il n'y a presque pas de marketing chez Tesla, mais c'est une idée, un concept qu'on tente de pousser, que plusieurs entreprises poursuivent actuellement. Mais à part danser ou servir des verres au bar dans un événement de Tesla, on n'a pas vu ces produits-là vraiment là, dans le monde industriel auquel ils sont destinés, en train de travailler et de produire du travail qui a une réelle valeur. Le dernier élément dans cette suite-là, c'est le Tesla Semi. Donc, ça fait plusieurs années que la version là, de pré-production a été dévoilée, qu'on sait qu'il y en a qui sont testés, qu'on nous dit que la production à grande échelle, les plans pour la production à grande échelle ont été approuvés, mais ça aussi, ça tarde à se concrétiser. Et ça affecte certainement les résultats. D'ailleurs, 85% des analystes là, en investissement selon Morgan Stanley prétendent que les engagements politiques affectent les résultats de l'entreprise et inquiètent les investisseurs. Donc, c'est vraiment rien pour les rassurer. Qu'est-ce que Tesla a fait pour tenter là, de venir minimiser l'impact des éléments dont on a discuté dans cette première partie de l'épisode? Mais d'abord, ils sont assez réactionnaires. La première chose, c'est qu'Elon Musk se détache un peu là, de l'image de l'entreprise. Il demeure le président et directeur général, le PDG, le CEO de Tesla, mais dans les faits, les gens qu'on voit à l'avant-plan dans les médias qui parlent de Tesla, ce sont principalement Franz et Lars qui sont le directeur là, du design et le directeur de l'ingénierie chez Tesla. Donc, ce sont ces gens-là qu'on voit de l'avant qui vont parler à Jay Leno pour lui présenter le nouveau modèle Y du Juniper. Donc, on tente de se détacher un peu de l'image. Et ça fait quand même quelques mois là, qu'on est dans cette situation-là, probablement là, depuis la campagne électorale américaine. Le seul accroc à ce changement de stratégie, je dirais, c'est le fâcheux épisode là, à la Maison-Blanche, extrêmement malaisant dont on a discuté. Un autre élément que Tesla met en place, malheureusement, on n'a pas tous les éléments de la stratégie dont on peut discuter aujourd'hui parce que certains tardent à se concrétiser. Mais ce qu'on croit, c'est que les coûts actuels deviennent plus prohibitifs des véhicules électriques, surtout dans un environnement où, d'un point de vue réglementaire, là, il y a moins d'incitatifs à l'achat des véhicules électriques. C'est le cas d'ailleurs au Canada. Ce à quoi on s'attend à relativement court terme, dans les prochains mois, probablement vers la mi-année, c'est l'introduction de modèles moins chers sur la base des modèles là, qu'on connaît, qui sont le 3 et le Y. Depuis un certain temps, il y a une version de la Model 3 de la génération actuelle, Highland, qui est vendue au Mexique avec des sièges en tissu. Il n'y a pas d'écran à l'arrière. Je pense aussi qu'il y a des vitres, là, des panneaux de verre double qui ont été remplacés par des panneaux de verre simples. Des petits changements comme ça. Je pense l'éclairage ambiant aussi là, qui est retiré pour venir créer là, des modèles moins chers. C'est seulement au Mexique, dans ce cas-là, avec la Model 3.
mais je pense qu'on peut raisonnablement s'attendre à voir des versions des modèles Y et des modèles 3 plus cheap, plus abordables, pas nécessairement de moins bonne qualité, mais avec des matériaux moins luxueux et certaines fonctionnalités retirées apparaître au courant des prochains mois sur notre marché. Ceci étant dit, je ne m'aventurerai pas à spéculer sur le fameux modèle TOW ou 2 ou Q qui pourrait apparaître dans les prochains mois. Alexandre et moi, on croit qu'il y aura là, une voiture familiale avec un volant sur la base du Cybercab qui va être lancé, mais ça, c'est un autre sujet duquel on pourrait discuter là, pendant des heures. On va se concentrer maintenant sur les autres éléments dans le futur et comment je pense que Tesla va changer son modèle d'affaires, pas nécessairement en réaction avec les éléments qu'on a discutés précédemment, mais juste parce que c'est là qu'ils s'en vont comme entreprise. Puis on va voir si on pense que ça peut les sauver potentiellement. Je vais tenter de vous expliquer d'abord de manière générique, puis en citant des exemples concrets, le virage que Tesla est en train de tenter d'opérer. On a toujours connu Tesla comme une entreprise, comme on dirait en anglais, B2C, Business to Consumer. C'est une entreprise qui vend des produits à des consommateurs, des voitures essentiellement. Donc, Tesla, oui, est connu aujourd'hui comme une entreprise qui vend des produits à des gens comme vous et moi. Ils sont cependant en train de s'orienter à moyen et à long terme pour devenir une entreprise de type B2B, principalement, business to business. Je ne prétends pas que Tesla va arrêter de vendre des voitures aux consommateurs moyens, mais je vais essayer de vous l'expliquer avec quelques exemples concrets, parce que c'est des modèles d'affaires qui sont très différents et ce qui motive, là, ou plutôt ce qui mène à bien ces entreprises-là, c'est très différent. Qu'est-ce que ça veut dire vendre des entreprises? Bien, ça veut d'abord dire que vos clients, c'est surtout les aspects économiques qui vont les intéresser. Ils achètent un produit dans le but de livrer un produit ou un service. Et ça, bon, évidemment, on fait des calculs simples, hein, on fait des petites règles de 3, combien ça nous coûte, combien on peut vendre notre produit ou notre service, et puis est-ce qu'on fait de l'argent. Il y a peu de politique, peu d'opinion. Oui, bien sûr, on tente de s'associer à des entreprises qui sont éthiques et qui ont une belle image en général. Mais cette dynamique-là, je pense, elle est beaucoup moins forte que dans la vente directe aux consommateurs. Quels exemples j'ai? D'abord, le Tesla Semi. Oui, on a dit que c'est un véhicule qui est retardé. Ceci étant dit, j'ai aucune raison de croire que ça ne sera pas lancé en production à moyenne et éventuellement grande échelle là, au courant des prochaines années. Un Tesla Semi, ça va se vendre combien? Peut-être 300, 400 000, 500 000 $ US. Donc, c'est un véhicule qui va valoir grosso modo 10 fois la valeur d'une voiture là, typique. Et puis, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait justement 10 fois plus de profit. Ça veut dire que si Tesla aujourd'hui vend 2 millions d'automobiles, ben, en vendant 100 000 Tesla semi, ils pourraient augmenter de 50% leur profitabilité et donc théoriquement leur valorisation parce que la marge brute sur chaque unité est beaucoup plus grande puisque ce sont des produits de bien plus grande valeur. Je m'étais aventuré à un certain moment à faire le calcul, là, combien de temps ça prend à rentabiliser un camion électrique versus un camion diesel. Ça peut vous prendre 2-3 ans, mais si la durée de vie du camion c'est 8 ou 10 ans ou plus, on rentre dans son argent très, très, très rapidement. Surtout qu'avec le temps de recharge qui est promis d'environ 30 minutes là, sur ces camions-là, en chargeant quelque chose comme 1 MW, ça pourrait là, permettre d'avoir un impact minimal sur la productivité dans un contexte régulier où on a un chauffeur associé à un camion qui peut parcourir un maximum là, ou travailler un maximum de 13 heures par exemple. Dans une journée, ça ne remplacera jamais cependant les équipes duo là, qui roulent presque 24 heures sur 24. Là, il y aurait probablement un impact sur la productivité. Donc, ces Tesla semi-là, on les vend à qui? Pas à des consommateurs, on les vend à des entreprises. La conduite autonome. On connaît la FSD chez Tesla comme un produit qu'on peut acheter
soit une licence perpétuelle qui est liée à la voiture, qu'on vous dit qui est vraiment liée à la voiture, mais il y a généralement des moments dans l'année où il y a des promotions qui permettent sur certains modèles, en fonction du contexte de votre région et du désir de Tesla de vendre des nouvelles voitures, de transférer votre licence sur une autre voiture. Donc déjà, ça peut amener des revenus récurrents, des revenus logiciels sur lesquels la marge est très, très, très élevée à Tesla. Mais je pense qu'il faut regarder la question autrement. Tesla a d'ailleurs introduit là, relativement récemment un brevet pour, disons, un système de conduite autonome qui serait agnostique de la mécanique des équipements là, de mesure qui sont associés à ce système-là. Donc, on pourrait potentiellement vendre pour une voiture qui ne serait pas équipée de caméras qui sont fournies par Tesla et configurées comme celles des véhicules Tesla. Et donc, ce qu'on pourrait envisager, ça ne veut pas dire que ça va arriver, là, ici on est dans la spéculation, c'est que Tesla va vendre des licences de logiciels pour la FSD à d'autres entreprises. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, Mercedes ou BMW ou Kia pourraient dire, nous, on ne veut pas investir les milliards de dollars qui sont requis pour développer notre propre système de conduite autonome parce qu'il faut acheter énormément d'équipements, il faut acquérir énormément de données, il faut avoir les meilleurs scientifiques d'intelligence artificielle au monde pour être capable de faire ça. C'est beaucoup moins cher de l'acheter, donc on pourrait faire un chèque à Tesla pour pouvoir utiliser sous licence la FSD dans leur véhicule. Encore une fois, on vend d'entreprise à entreprise. Le modèle suivant, puis là c'est un peu anecdotique, c'est un peu drôle, mais c'est quelque chose que Tesla a déjà communiqué, c'est cette idée-là que ce qu'on connaît aujourd'hui comme des chauffeurs de taxi et d'Uber, dans la mesure où on vivrait dans un monde où la conduite autonome non supervisée deviendrait une réalité, bien, plutôt que d'avoir une personne qui conduit une voiture, on pourrait avoir une personne qui s'occupe d'une flotte de voitures. Donc, celle-ci pourrait être vendue à des grandes entreprises, je ne sais pas, Uber, des entreprises de taxi qui pourraient décider d'acheter des flottes et de les opérer, ou des individus qui ont une petite entreprise qui travaillent à leur compte pourraient détenir une petite flotte de 5 ou 10 de ces robots taxis qu'ils entretiendraient, qu'ils géreraient un peu là, comme leur petit troupeau de moutons. Hein. Ce serait comme des bergers de robots taxis. Donc, ça, là, c'est une idée un peu farfelue. C'en est une qui est poussée par l'entreprise. On ne sait pas trop où Tesla va s'en aller. Est-ce qu'ils vont vouloir opérer leur propre flotte ou laisser ça à d'autres opérateurs ou avoir un modèle hybride où des individus, des entreprises et Tesla elle-même pourraient là, offrir ce service-là, mais toujours au travers de la même application Tesla qui leur permet de récupérer une cote sur la vente des courses là, de transport. Ça serait aussi essentiellement leur modèle B2B où ils vendraient à des entreprises qui opèrent ces flottes-là. Je considère comme entreprise les individus qui deviendraient ces bergers là, de robots taxis. Le suivant, c'en est un peu particulier parce qu'il est déjà en place. Au courant des dernières années, Tesla a travaillé à développer les Megapacks. Donc, ce sont des systèmes d'emmagasinage d'énergie électrique qui peuvent être branchés au réseau électrique d'une entreprise de distribution d'électricité comme Hydro-Québec pour accumuler de l'énergie quand l'offre est grande ou les coûts sont faibles pour l'électricité et la redistribuer dans les moments où la demande excède, par exemple, la capacité de production. Donc au Québec, par exemple, le matin, on se lève, on fait nos rôtis, nos toasts, on fait toutes sortes de choses, on se fait un café, ça consomme beaucoup d'énergie. Il y a un pic de consommation, notre réseau électrique a de la difficulté à atteindre ce pic de production. On peut avoir du grid storage, de l'emmagasinage d'énergie sur le réseau pour pallier en partie à ça. Les ventes des Megapacks ont cru extrêmement dans les derniers quarts. D'ailleurs, il y a une nouvelle version là, de l'usine, ou plutôt la Giga Shanghai a maintenant la capacité de produire ces packs-là, ce qui devrait doubler la production au courant des prochains mois. Ce sont des ventes à haute profitabilité, donc on fait plus de profit par dollar de vente dans ce domaine-là que dans celui des voitures vendues à des consommateurs. Et ça aussi, ce sont des produits qu'on vend à des entreprises.
Je vais m'aventurer là, à spéculer sur d'autres choses parce que c'est Alexandre qui m'en parlait, puis je pense qu'il y a peut-être une niche là. Tesla, actuellement, au meilleur de nos connaissances, là, détient disons, une expertise sur la production de thermopompes. C'est probablement vrai pour certaines autres composantes là, des véhicules, mais essentiellement, là, chaque modèle Tesla aujourd'hui est équipé d'une thermopompe qui fait toutes sortes de choses capotées parce que de la manière que c'est intégré au système, on peut chauffer l'habitacle, le climatiser, mais on peut aussi redistribuer de l'énergie thermique. Il y a des innovations qui ont amené dans ce produit-là, comme la capacité d'utiliser le moteur de la thermopompe et ses pertes énergétiques, ses pertes en chaleur, comme un apport thermique au système. Et c'est quand même drôle de penser qu'il n'y a jamais personne qui a pensé à ça au Québec. Beaucoup d'entre nous ont des thermopompes pour se chauffer et se climatiser. Bien, en conditions de chauffage, si la thermopompe est capable de prendre 3 kW d'énergie thermique à l'extérieur, le mettre dans votre maison en consommant 1 kW, qu'on injecte dans le moteur qui produit de l'énergie mécanique, bien, peut-être qu'il y a 500 watts de perte de chaleur là-dedans qu'on pourrait intégrer au système pour augmenter son efficacité, passer d'un ratio de 3 à 3,5 par exemple. Il n'y a personne qui le fait. Probablement beaucoup de gens qui ont pensé, mais Tesla était en mesure de le faire. Donc, est-ce qu'ils pourraient se mettre à vendre ce genre de composantes-là à d'autres manufacturiers? Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est le genre de choses qu'on pourrait imaginer. Nous sommes maintenant rendus à la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a abordé comme sujet? Bien, d'abord, on vous a dit qu'Elon Musk a pris des engagements politiques qui ont réellement affecté l'entreprise, potentiellement sur les ventes, mais c'est difficile de mesurer cet impact-là aujourd'hui. Certainement sur la valorisation. Les analystes nous disent que l'implication politique d'Elon Musk a définitivement fait fuir des investisseurs, faisant chuter la valorisation de l'entreprise. Je ne pense pas que les ventes vont nécessairement s'effondrer, mais il y a définitivement une baisse des ventes, une baisse de la valorisation d'entreprises qui sont, entre autres, là, menées par ces actions politiques-là de Tesla. Le sentiment anti-Tesla a aussi atteint son paroxysme. Alexandre et moi, à Plus de Millage, je vous l'ai dit, on ne prend pas là, de position politique, mais il faut quand même dénoncer toute forme de violence et donc le vandalisme que l'on a vu envers là, des locaux de Tesla ou des voitures qui sont là, la propriété là, d'individus comme vous et moi, c'est vraiment quelque chose là, c'est vraiment quelque chose de déplorable qu'on a vu. C'est une des conséquences là, de la situation et de la controverse actuelle. On vous a aussi expliqué que Tesla veut essentiellement transitionner son modèle d'affaires et qu'ils vont potentiellement devenir une entreprise qui est plus orientée sur la vente à d'autres entreprises de leurs produits et de leurs services plutôt que la vente à des consommateurs. Ceci étant dit, ce n'est pas une réalité qui est en place actuellement. Il y aura probablement une longue traversée du désert pour Tesla entre les deux. Probablement qu'on peut s'attendre à plusieurs quarts consécutifs dans les prochains mois, dans la prochaine année, où les ventes seront inférieures, peut-être même la profitabilité inférieure à celle de l'année prochaine, ce qui pourrait encore plus affecter là, la profitabilité de l'entreprise. Et c'est seulement là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on va pouvoir voir là, les bénéfices de ces transitions-là du modèle d'affaires. Ceci étant dit, j'aurais tendance à croire là, que Tesla va s'en sortir. C'est pas de dire que c'est correct tout ce qu'ils font et que c'est correct les implications politiques d'Elon Musk. Au contraire, je l'ai dit, je ne me prononce pas là-dessus. Mais ça serait difficile de croire qu'on va vraiment voir la fin de Tesla. Mais est-ce qu'on va en voir une chute temporaire, une chute brutale? Ça, c'est certainement le cas. C'était Gabriel pour Plus de Millage. Si vous avez aimé le format de l'épisode d'aujourd'hui, inscrivez-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit. Vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus. Puis vous pouvez même considérer cliquer sur se joindre, devenir un membre et avoir accès à des vidéos comme celle d'aujourd'hui avant les autres auditeurs de la chaîne. Merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine.